Projet de repeuplement du fleuve Sénégal, la sensibilisation se poursuit à Matam. Les populations adhèrent au projet qui à terme va contribuer à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. En sport, 31e édition du championnat du monde de pêche sportive. Dakar s'apprête à accueillir l'événement. 15 pays et 25 équipes au total sont attendues dans la capitale sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous débutons par la célébration de la Journée mondiale de la liberté. Une journée importante pour promouvoir les idéaux de la liberté et de respect des droits de l'homme, notamment Mamprou Samb. La Journée mondiale de la liberté revêt une grande importance. Elle rappelle l'importance des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et la liberté de pensée. Ces droits sont essentiels pour une société démocratique et ouverte. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes dans le monde entier et l'importance de garantir leur sécurité pour qu'ils puissent continuer à rapporter de manière indépendante. La Journée mondiale de la liberté favorise la diversité d'opinions et de croyances, ce qui est essentiel pour la compréhension mutuelle et la tolérance dans une société. Cette journée permet de sensibiliser le monde entier aux problèmes liés à la liberté et encourage les gouvernements, les organisations et les individus à prendre des mesures pour la protéger. En résumé, la Journée mondiale de la liberté souligne l'importance de la liberté pour le progrès, la démocratie et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Elle rappelle que la liberté est un droit fondamental que nous devons préserver et promouvoir. Direction Matam à présent pour parler du projet de repeuplement du fleuve Sénégal qui poursuit les sensibilisations après Naoulé dans le Podor et la commune de Matam. C'est au tour du village de Yela dans le département de Kanel de recevoir l'équipe. Les populations ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de l'État du Sénégal. Ce projet à terme va contribuer à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, a laissé entendre le préfet du département, Ibrahima Pabidjedjo. Ces premiers alevins mis dans les eaux du fleuve concrétisent le lancement symbolique du projet de repeuplement du fleuve Sénégal. Mais avant cette opération, il a fallu d'abord sensibiliser les populations sur l'utilité de ce projet si cher aux autorités sénégalaises. Bientôt, il sera totalement concrétisé. Nous avons entamé depuis hier justement cette deuxième phase qui consiste sur le plan pratique à aller vers ces programmes de repeuplement sur le terrain et avec les personnes concernées à la tête desquelles se trouvent les Soubalbés. Comme l'a dit Baba Mal, c'est tout le Fouta qui en bénéficie. Compte tenu de votre engagement, compte tenu aussi des organisations multiples dont vous avez, qui sont donc les vôtres, là, ce projet du cher au président de la République sera un projet qui sera mené en bon terme. Le PUMA, à partir de 2024, en janvier, mettra ses moyens propres pour permettre les investissements attendus du gouvernement. À travers M. le Premier ministre Amadouba, a pris à bras le corps ce programme. La communauté Soubalbé, via son porte-parole, a salué cette initiative de l'État du Sénégal via le PUMA, tout comme le peuple de la République sœur de Mauritanie, représenté par le directeur de la pêche continentale. L'autorité administrative et l'artiste Baba Mal, pour leur part, ont magnifié cette initiative qui vient à point nommé. La pêche fluviale est une activité fondamentale, en tout cas dans notre économie régionale. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi l'insécurité alimentaire. Mais malheureusement, monsieur le coordonnateur, comme vous le savez, depuis quelques années, nous sommes confrontés à une baisse continue des captures au niveau du fleuve. Et donc, ce projet de repeuplement vient en son heure, dans la mesure où il va contribuer à mieux développer la pisciculture dans un contexte de surexploitation de la ressource et aussi de rareté.
Mais au-delà du repeuplement, je voudrais saisir cette occasion, monsieur le coordinateur. Je crois fondamentalement qu'une chose est de procéder au repeuplement de poissons au niveau du fleuve, mais une autre aussi est de mettre en œuvre un ensemble de programmes qui pourraient permettre d'accompagner les populations en termes d'infrastructures, de transformation du produit et éventuellement de stockage. Moussa, je vais faire de tout mon effort pour mériter ce choix. Faire de tout mon effort pour donner la main à tous ces jeunes comme celui qui vient de chanter et d'autres jeunes qui sont dans la culture pour représenter et accompagner ce projet pour avoir des résultats. De l'ambiance alpulaar, il y en avait lors de cette cérémonie. Ce jeune talent, à la voix du leader du Dandelegnol, a tenu en haleine le public. Tous ont chanté et prié pour le succès de ce projet. Et autre chose, la reproduction de la population canine inquiète les services techniques de l'élevage de la commune de Tambacounda, surtout du côté des chiens errants qui causent souvent la transmission de la rage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les docteurs vétérinaires exhortent les autorités à multiplier les campagnes d'éradication et de contrôle des chiens errants. Tioradja. Ils font partie du décor dans la commune de Tambacounda. Ils se déplacent en meute dans les marchés, dépotoirs d'ordures et grandes artères, surtout la nuit. Très souvent, ces chiens errants sont enragés, ce qui constitue un danger pour les populations. Un chien a mordu 6 personnes en même temps, le même jour, le même soir, entre 19h et 22h. C'était le même chien. Donc quand on nous a informés, on est parti sur le terrain. Effectivement, on a pris le chien, on l'a abattu, on a coupé la tête pour l'envoyer à Dakar pour confirmation. Parce qu'on ne peut pas parler de rage sans la confirmation des laboratoires. On a coupé la tête, on l'a envoyé à Dakar. Effectivement, le chien était diagnostiqué positif à la rage. La rage, une maladie virale et zoonotique qui est souvent transmise par morsure, griffure, lynchage d'un chien ou d'un chat enragé. Les animaux qui sont enragés sont généralement des animaux qui sont agressifs, qui boivent beaucoup, mais également aussi qui bavent également, mais attaquent aussi l'humain ou l'animal, son conjoint, mais également aussi, surtout l'animal, quand il aboie aussi, il bave énormément. Chez l'homme, bon, les symptômes de la rage, ça se manifeste par des maux de tête, des fièvres, mais également aussi de l'allergie. On parle que la personne tremble un peu. La première intervention à faire, c'est essayer de laver à grand eau la plaie et acheminer la personne qui est enragée, mordue, autant pour moi qu'au lieu d'enragée, mordue à l'hôpital. Mais c'est le médecin en quelque sorte qui pourrait définir le traitement préventif. Pourtant, chaque année, la municipalité travaille en étroite collaboration avec les services techniques de l'élevage de Tambacounda pour lutter et contrôler le phénomène des chiens errants. On l'organise pratiquement chaque année avec l'appui de la mairie. Cette année, on l'a organisé dans le mois de mai, mais il serait souhaitable que ces campagnes soient organisées 2 fois dans l'année. Parce que la population canine se développe très rapidement. Une chienne fait des portées de 6, de 8 petits par portée. Mais s'il manque une campagne de contrôle des chiens enragés, mais la population devient très nombreuse. Donc on demande vraiment à la mairie vraiment de nous aider à organiser au moins 2 campagnes d'abattage des chiens errants dans l'année. Parmi les personnes les plus exposées, les personnes du 3e âge. Un de nos voisins qui s'apprêtait à aller à la mosquée vers 5 h du matin, il a été attaqué par des chiens. Heureusement, donc, il a été secouru par d'autres conducteurs de moto Jakarta. Des chiens qui ne sont pas, en tout cas, qui n'ont pas de carnet de vaccination, c'est des chiens qui ne sont pas dressés. Donc ils font tous ce qu'ils veulent. Mes chiens ont des carnets. Donc déjà, le carnet d'abord vous coûte 18 à 25 000 francs pour lutter contre les 7 maladies, dont la rage. En 2022, plus de 105 cas de morsure de chiens errants ont été enregistrés dans la commune de Tambacounda. Cette année, des efforts ont été consentis pour une baisse considérable de ce chiffre.
Retour dans la capitale sénégalaise où la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain a vécu. Cet événement a rassemblé les écrivains d'ici et d'ailleurs pour discuter autour du thème littérature et immigration. Une occasion pour mettre en valeur la richesse de la littérature africaine et explorer les liens entre la littérature et les expériences migratoires. C'est un reportage signé Yacine Dia. Kër Birago bu bees, maison des écrivains, a accueilli la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui a présidé la cérémonie a rendu un vibrant hommage à la marraine de l'édition. Ken Bougoul Marietou Mbaye, une écrivaine talentueuse connue pour sa belle plume et son engagement sur la question de l'immigration. Cette journée revêt une signification spéciale car elle nous permet de mettre en lumière la richesse et la diversité de la littérature africaine, un trésor culturel qui a profondément marqué notre continent et le monde entier. Les écrivains africains ont depuis longtemps été les gardiens de nos histoires, de nos traditions, les vecteurs de nos ambitions et de nos expériences. Ils ont utilisé la puissance des mots pour transmettre des récits uniques, des perspectives profondes et des idées qui ont inspiré des générations. Leurs œuvres ont contribué à façonner notre identité culturelle, à lutter contre l'injustice, à promouvoir la compréhension interculturelle et à ouvrir des horizons nouveaux. Au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, du Premier ministre Amadou Ba, l'occasion de rendre hommage à l'engagement des militants et artisans de la plume à promouvoir la liberté et l'épanouissement des peuples. Mes félicitations s'adressent aussi à la marraine de la 31e édition, l'immense Ken Bougoul. Cette icône qui nous vaut tant de satisfaction et que la République a le devoir de célébrer. Ken Bougoul dit être honoré par ce choix porté sur sa personne comme marraine de cette édition. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'Association des écrivains et écrivaines du Sénégal pour l'honneur considérable qui m'est fait en me désignant comme marraine de cette 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain et de l'écrivaine africain. J'ai été honorée de multiples façons à travers le monde, mais aucune distinction ne saurait égaler le privilège de cette désignation. Pour cette année, le thème est littérature et immigration. Un thème qui vise à conscientiser les jeunes sur les réalités de l'immigration à travers la littérature. Le thème choisi par l'Association des écrivains et écrivaines du Sénégal, à savoir la migration, est particulièrement pertinent, comme l'a dit Madame la mairesse tout à l'heure, dans le contexte actuel. Toutefois, le libellé littérature et migration apporte une perspective différente en dehors des débats courants sur la question de l'immigration. Notre littérature compte déjà de nombreuses œuvres, Madame la mairesse en a parlé, traitant de la migration, telles que Douceur du Bercail d'Aminata Sofal, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, 3052, c'est-à-dire ça représente 3052 km, mais le livre s'appelle 3052 de Mamadou Dia, un jeune du Gandiol qui a fait 3052 km pour arriver en Espagne et qui en a sorti un livre. La migration, c'est un instinct naturel, mais l'adaptation est un instinct vital. C'est valable aussi pour la littérature, qui encourage l'écrivain à être un migrant perpétuel et être de son temps. L'écrivain doit faire voyager son imagination, traverser les frontières, repousser les limites, toutes les limites s'il le faut, et briser les barrières, entravant la créativité. Le Togo a été choisi comme invité d'honneur de cet événement. Une reconnaissance bien méritée pour la richesse de la littérature togolaise. Je représente ici l'Association des écrivains du Togo qui vient de recevoir un prix Aminata Sofal. Nous sommes très honorés parce que déjà le Togo est le pays d'honneur, mais ensuite également, ça fait quelques années déjà qu'on revient régulièrement, qu'on travaille main à la main
avec l'Association des écrivains du Sénégal pour justement le voyage de la littérature, de la culture africaine et justement de ce brassage qui nous rassemble tous ici. Lors de cet événement, de nombreux prix ont été décernés à des écrivains pour l'ensemble de leurs œuvres. Également, un diplôme de reconnaissance a été décerné au président de la République Macky Sall pour sa contribution à la promotion du livre. Un diplôme de la fraternité de plumes décerné au ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Voilà donc la journée internationale de l'écrivain africain célébrée dans la capitale sénégalaise, notamment par l'association des écrivains et écrivaines du Sénégal. Retour dans nos studios pour accueillir notre invité du jour. Il s'agit de Madame Fanta Camara, présidente de l'association Women's Empowerment and Leadership League, militante pour la défense de l'environnement. Bonjour Madame Camara. Bonjour Binta. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être aujourd'hui sur votre plateau. Très bien. Alors, nous allons parler évidemment de votre association en premier. Alors, à quel moment vous vous êtes dit qu'en tant que femme leader, il est temps de vous réunir autour de l'association? Bon, tout est parti d'une discussion entre jeunes dames. On était là, on parlait de nos réalisations, on parlait de tout ce que nous souhaitons vraiment faire pour apporter vraiment de l'impact au sein de notre communauté. On s'est dit que naturellement, on voit tout le temps des femmes vraiment qui s'activent dans leur domaine, qui vraiment apportent des solutions, qui aujourd'hui aussi peuvent inspirer d'autres jeunes filles. On s'est dit pourquoi ne pas nous réunir aujourd'hui ensemble, créer cette association pour aider nos sœurs qui aimeraient peut-être être comme nous, ou bien qui aimeraient en tout cas éclore leur talent, mais qui ne savent pas comment faire. Et justement, en parlant de talent et de domaine d'activité, quels sont les profils qu'on retrouve au sein de votre association? Il y a des femmes leaders, des femmes cadres dans les entreprises, il y a des femmes qui sont dans le social, qui ont l'impact social, qui sont soit dans des associations ou bien en tout cas qui dirigent des structures de jeunes, entre autres. Donc c'est comme une sorte de consortium en fait, de femmes de différentes casquettes, de différents secteurs. Il y a tous les secteurs désignés en fait, donc nous nous rassemblons pour Très bien. Et vos objectifs? L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre tout d'abord aux jeunes filles du Sénégal, mais en tout cas on a aussi une vocation africaine, mais on va commencer par le Sénégal. On va permettre aujourd'hui aux jeunes filles du Sénégal d'avoir toutes les techniques qu'il faut à travers les formations que nous comptons faire, les ateliers de partage d'expérience, en les aidant, en les accompagnant, peut-être aussi en facilitant l'accompagnement financier à travers les partenariats et tout. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre un taux de femmes bien important, bien déterminé dans leur truc, qui vont être autonomes et aussi former des leaders, des femmes leaders. Partout au Sénégal et aussi en Afrique. Dans l'Afrique. Très bien. Alors, dites-nous aujourd'hui, comment trouvez-vous le leadership féminin ici, dans notre pays? Je pense que vraiment, c'est un essor. C'est un essor. Actuellement, on voit beaucoup de femmes quand même qui commencent à s'assumer, à se dire leader et tout. Et moi, je le trouve pas mal. Je trouve que c'est bien important que des femmes puissent accepter ce leadership qui est en elles naturellement et aussi aller vers cette imposition, peut-être de plus en plus, elle s'affirme. Elle s'affirme c'est cette tendance que j'ai vraiment vue actuellement et toutes les femmes veulent être leaders et je leur dis qu'elles sont déjà leaders. Donc il faut juste peut-être un petit truc pour que ça soit fait. Un petit coup de pouce. C'est ce que nous souhaitons apporter en tout cas. Très bien. Alors, vous avez également une autre casquette, je l'ai annoncé tantôt, vous êtes militante pour la défense de l'environnement depuis plusieurs années, vous vous y attelez. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé en tant que jeune femme à poursuivre cette voie? Donc, d'habitude, les gens pensent que j'ai des parents environnementalistes ou bien j'ai grandi dans un cadre environnemental. Non, juste que c'est une passion qui est là. Donc, tout est parti d'une organisation où j'étais membre depuis que j'avais 16 ans, 17 ans, comme ça. Et donc, à travers les campagnes de reboisement qu'on faisait, à travers toutes les luttes pour l'éducation des jeunes côté environnement et tout. Très bien. L'inspiration et la passion ont commencé à vraiment naître en moi. Et comme ça, je me suis lancée juste après le bac, j'ai suivi mes cours en environnement. Très bien. Donc jusqu'à créer mon entreprise dans le domaine, jusqu'à aussi
avoir cette casquette d'activiste qui milite pour le changement climatique. Très bien. Alors, récemment, vous avez été en Tanzanie où vous avez pris part au Global Youth Climate Change 2023 avec d'autres jeunes environnementalistes venus de d'autres pays. Voilà, on y retrouve des pays francophones comme anglophones surtout. Alors, lors de cette rencontre, vous avez rédigé également une déclaration, The Youth Declaration, pour dire la déclaration des jeunes. Alors, dites-nous, quel est son contenu? D'accord, donc comme vous l'avez bien dit, nous étions 200 délégués, venus de à peu près 24 pays du monde. Donc, il y avait des pays anglophones comme aussi des pays francophones. Donc nous nous sommes réunis parce que nous avons les mêmes ambitions, nous avons les mêmes buts aujourd'hui. Chaque délégué dans son pays quand même essaie de lutter contre le changement climatique. Donc cette réunion a été juste un cadre idéal pour discuter entre nous, pour échanger et que chacun puisse voir ce que l'autre peut apporter dans sa lutte, une sorte de complémentarité. Et aussi, cette déclaration dont tu parles a été, on avait fait là-bas 3 jours, mais dans tous les 3 jours, il y avait des ateliers de formation, des échanges, des panels et tout. Donc après, on s'est réunis pour faire la déclaration qui était peut-être l'essence, ce qu'on peut retenir de cette rencontre. Donc cette déclaration, c'est divisé en 4 parties. Donc tout d'abord, on a vu que le premier point était éducation des jeunes côté climat. Très bien. Donc on s'est dit aujourd'hui qu'il faut qu'on porte des plaidoyers pour que le changement climatique soit un cours qu'on donne à l'école comme toutes les autres matières. Qu'on puisse éduquer les jeunes côté niveau primaire, secondaire, tertiaire et tout, qu'on puisse les montrer c'est quoi le changement climatique, comment y faire face et tout. Donc ça c'est une sorte de solution que nous proposons. Donc voilà, aussi aider par exemple les acteurs du domaine à avoir accès aux données et tout, à s'informer, tout ça, côté éducation environnementale. Aider aussi les nations, c'est-à-dire, là on parle peut-être des grands États, à aider un pays africain à ce qu'ils puissent avoir les moyens leur permettant de financer cette éducation des jeunes côté climat. Parce que aussi c'est un coût. Peut-être les nations n'ont pas préparé ce budget, mais c'est bien que les grandes nations puissent aider. Et depuis votre retour au Sénégal, avez-vous essayé de rencontrer justement ces autorités, ces décideurs? Pas encore. Bon, on attend peut-être la COP28, c'est ça aussi un moment de... Très bien, la COP28 justement, on va... Donc l'éducation, c'était juste une partie. Après l'éducation aussi, côté ce qu'on appelle le Youth Climate Entrepreneurship, aider les jeunes entrepreneurs à se lancer sur le côté climat, à avoir des solutions climatiques, à encourager l'entrepreneuriat vert. On voit aussi que c'est en essor actuellement. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets côté renouvelable, qui ont des projets côté préservation de la biodiversité, de la nature. Mais aujourd'hui aussi, on aimerait que ces entrepreneurs puissent être accompagnés. Techniquement et aussi peut-être financièrement aussi. Qu'on ait des incubateurs côté climat. Aujourd'hui, un jeune qui a un projet climatique puisse avoir un centre où aller se faire former sur comment mettre en place son projet. Cet accompagnement. Ça pourra aujourd'hui encourager les jeunes à se lancer sur ce côté, en entrepreneuriat vert, entrepreneuriat côté climat. À travers, après ces 2 points aussi, il y avait le point sur prendre des jeunes aujourd'hui comme des partenaires et des décideurs politiques. Côté parlementaire, pourquoi pas des jeunes donner carrément leur place. Les voix. Aujourd'hui, pourquoi pas à l'Assemblée avoir des jeunes qui vont carrément militer pour le climat. Bien sûr. La relève pour Ali Haïdar. Relève pour Ali Haïdar, disons. Alors, donc il y a ce point-là. Aussi, peut-être les jeunes pourront être aujourd'hui un lien entre les gouvernements et les communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'État veut faire véhiculer des messages par rapport au climat, les jeunes sont là, qui sont engagés, qui sont des activistes côté climat, pourront peut-être faire ce relais-là. Donc ça aussi, il faut que les nations puissent nous accompagner, à ce qu'on puisse davantage porter nos voix pour le changement climatique. Votre appel est entendu. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la COP 28 qui se déroulera cette fois-ci à Dubaï. Vous y serez normalement. Alors, quelles sont vos attentes? D'accord. Nos attentes, tout d'abord, c'est que cette déclaration-là puisse être venue là-bas et que peut-être les nations puissent nous entendre. Surtout. Si nous entendent, pour moi, les solutions vont venir. Il faut qu'ils nous écoutent, en fait. Qu'ils savent peut-être que, tu vas avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans. Là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la solution que tu souhaites apporter. Cette conscience, cette prise de conscience que tu as eue et aussi cette envie de vouloir changer les choses. Donc, à la COP28, on aimerait que les voix puissent être données aux jeunes, que les décideurs puissent nous entendre. C'est important. Et qu'ils puissent peut-être aussi apporter des solutions plus efficaces. Parce que chaque année, on dit que c'est la COP des dernières chances, mais après,
voilà, ça reste encore des choses à faire. On aimerait en tout cas que ce rendez-vous à Dubaï puisse être un rendez-vous qui va quand même être peut-être la fin de notre, je dirais pas la fin de notre lutte, mais en tout cas de nos plaidoyers, en tout cas dans la nation. Très bien. Nos attentes, c'est ça. Très bien. Alors, dites-nous un peu, vous qui baignez dans cet environnement ici au Sénégal, est-ce que l'engagement des jeunes reste à désirer par rapport justement à ces questions climatiques, à ces questions environnementales? Oui, je dirais oui. Hein. Peut-être, voilà. On a quand même des jeunes engagés côté climat. On en voit. Je peux citer les Abraham, les Yoro et tout. Il y en a quand même des jeunes quand même qui portent les voix, qui créent des associations, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, créer des entreprises, voilà, ou bien en tout cas... Qui sont ciblés sur les réseaux sociaux, tout simplement. Exactement. Donc ça aussi, ce sont des choses à saluer vraiment. Et ça commence à attirer, à inspirer d'autres jeunes à s'engager. Donc pour moi, même si on est 2 à le faire au Sénégal, si on le fait bien, on pourra d'ici 1 an, 2 ans, attirer d'autres jeunes. Bien sûr. Vraiment, dans cette lutte. Et pour moi, ce qui est plus important encore, c'est l'impact global. Parce que s'il n'y a que 2 ou 3 seulement qui font, voilà, l'impact ne sera pas si gigantesque. Mais si tout le monde s'y met et que tout le monde se dit que voilà, c'est mon combat. Donc le climat aujourd'hui, il y a à tout. Dans tous les secteurs, que tu sois géographe, que tu sois environnementaliste, que tu sois ingénieur en géologie, dans tous les domaines, tu peux aujourd'hui avoir un lien entre ce que tu fais et le climat. Tout à fait. Le climat a un lien intrinsèque avec tous les domaines. C'est vrai. Donc aujourd'hui, l'appel que je fais, c'est que les jeunes puissent voir dans leur domaine, dans leurs compétences, expertise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour établir cette connexion entre le climat et ce qu'ils font. Très et bien. pour moi, ça sera des innovations qu'on va voir encore et encore, et aussi de l'inspiration surtout pour les autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais qui aujourd'hui faut suivre Fanta, faut suivre un autre jeune et se dire voilà, pourquoi pas essayer de suivre la tendance. Pour moi, aujourd'hui, partout dans le monde, c'est cette tendance que nous voyons. Et le Sénégal ne doit pas rester en rade. Nous avons des jeunes, comme la LSD l'a dit, les jeunes sont plus nombreux. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a le potentiel, il y a toutes les capacités, toutes les conditions réunies pour qu'on puisse relever le défi climatique du siècle. Très bien. Merci beaucoup, Madame Camara Fanta. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Women's Empowerment and Leadership League. Vous êtes également signataire du Youth Declaration Tanzanie 2023. C'est bien ça. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons ce journal avec cette fois-ci l'actualité sportive. La 31e édition des championnats du monde de pêche sportive se tiendra au Sénégal du 11 au 18 novembre 2023. Ça va être la 2e fois dans l'histoire que le Sénégal organise ses compétitions. Pour cette fois-ci, 15 pays et 25 équipes sont attendues dans la capitale sénégalaise. Écoutons à ce propos Monsieur Abdou God Diouf, président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, qui est ici au micro de Djambongo. Est une organisation qui vient 20 ans après celle que nous avions organisée en 2003 au Sénégal. À ce championnat-là, le Sénégal a été sacré champion du monde par sa première équipe A, et 3e médaille de bronze par son équipe B. Nous l'avions donc brillamment remporté, et c'est la première fois qu'une équipe nationale de pêche sportive remporte à la fois la médaille d'or et la médaille de bronze. À travers ce championnat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est relancer la pêche sportive au Sénégal, dont les activités ont connu une forte baisse. Cette baisse était, comme je l'ai dit tout à l'heure, liée à la surpêche et l'état de la mer, le manque de poissons. Ce manque de poissons est lié par la mauvaise pêche, je dirais. Pour ne pas dire, enfin, je dis la surpêche, et c'est la mauvaise pêche qui se pratique au Sénégal, comme les filets dérivants et autres. Et puis le massacre opéré par certains pays qui sont là. Mais nous, c'est quelque chose que nous avons signalé aux autorités. Nous sensibilisons également nos parents, nos amis, nos frères de la pêche artisanale qui sont avec nous. Dans cet événement-là, ils sont avec nous, comme ils l'ont été en 2003. Il y a une quinzaine de nations, peut-être même 16 nations qui vont participer à cet événement. Nous avons tout à l'heure le vice-président Massar
a fait la liste. Si vous voulez, je vous parlerai de la liste, mais c'est une quinzaine de nations. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie, au plan sportif et également au plan organisationnel. Du point de vue de l'organisation, on a l'ensemble des participants et les représentants de la pêche sportive internationale ont reconnu unanimement la qualité de l'organisation et on salue cette organisation. Notre pays qui s'apprête à accueillir la 31e édition des championnats du monde de pêche sportive. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement sur nos antennes.